Bonjour Romain Troublé, bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes donc le directeur général de la Fondation Tara Océan. On vous a reçu plusieurs fois ici, notamment au lancement de cette mission Microbiome. Alors 22 mois plus tard, c'est à la fois l'heure du bilan et puis surtout le point de départ de l'étude des échantillons, vous nous l'expliquerez. Mais il faut peut-être rappeler l'objet de cette mission Tara. C'est quoi le microbiome marin? De quoi on parle? Alors la mer, l'océan, c'est grand. C'est vaste. Quand on est devant la mer, sur la plage, on se dit que c'est infini. Effectivement, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de volume, mais surtout, il y a une vie marine incroyable. Vous connaissez tous les poissons, vous connaissez tous les baleines, les mammifères, les coquillages, les algues, bon. Et puis, il y a tout, ça, c'est tout ce qu'on voit. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et tout ce qu'on ne voit pas, quelque part, ça s'appelle un peu, on appelle ça le microbiome. Dedans, on met des virus, beaucoup de virus dans la mer, énormément de virus, pas tous, mais aussi méchants que le Covid, bien sûr. Ouais. Mais on met aussi des bactéries, beaucoup de bactéries, indispensables, comme les sols, en fait. Le microbiome, c'est un peu l'humus de nos sols à nous, terrestres. Et donc, on y trouve là des microalgues, des virus et des bactéries qui travaillent ensemble pour nous fournir beaucoup de services vitaux pour nous tous. Est-ce que le plancton fait partie du microbiome ou est-ce que c'est encore autre chose? Bien sûr, le microbiome fait partie du plancton, j'ai envie de dire. Ah, c'est dans ce sens-là, ouais. Parce que le microbiome, c'est tout ce qui est tout petit, et puis le plancton, ça ajoute à ça les petites bestioles, les petites crevettes microscopiques qui mangent tout ça, et qui est mangé par toute la chaîne alimentaire derrière, des poissons qu'on connaît. Alors ça répond en partie à la question suivante, mais je vous la pose pour détailler. Pourquoi c'est important de l'étudier, d'en savoir plus sur lui? Alors cette machinerie, c'est une véritable réacteur de la planète. C'est cet écosystème, on parle d'un écosystème. Il a la fonction de produire de l'oxygène. La moitié de la photosynthèse faite chaque jour sur la planète est faite par ces organismes dans la mer. L'oxygène est consommé beaucoup dans la mer pour les poissons, etc. Mais n'empêche que c'est très important. Ces petits peuples aussi de l'océan invisible, ils forment aussi beaucoup de protéines disponibles parce qu'ils construisent des tissus, ils grandissent, donc ils créent la matière qui va être mangée par la chaîne alimentaire. Oui, donc c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, en quelque sorte. Exactement. Invisible au départ, tout petit, qui tous les 15 jours se renouvelle complètement. Donc c'est une véritable machine et ça représente 70% de la biomasse de tout ce qui vit dans l'océan. Si on devait peser tout ce qui vit dans l'océan, les 2/3, c'est composé par le microbiome. Et puis, vous l'avez évoqué rapidement, c'est le puits de carbone aussi. C'est ce rôle très important, quoi. Évidemment, et cet écosystème fait aussi beaucoup de stockage de carbone. Quand il fait la photosynthèse, il produit l'oxygène et il stocke beaucoup de carbone. Et on parle de 30-35% de l'océan stockerait du carbone et le microbiome est un rôle majeur là-dedans. Et c'était mal connu, peu étudié, en fait? On connaissait peu de temps. Tara est parti il y a 10 ans s'intéresser à ces peuples invisibles de la mer, le plancton, avec des nouvelles technologies qui étaient sur le marché, la génomique, l'ARN messager, tout ce que vous connaissez maintenant beaucoup mieux que d'avant, à cause de ce Covid. Et bien finalement, cette technologie a été disponible pour l'écologie, pour comprendre ces écosystèmes marins. Et on les a déployés. Maintenant, on a essayé de comprendre qui était là. Et cette mission qu'on vient de passer était de comprendre comment ça marche. Comment ça produit l'oxygène, comment ça stocke du carbone, comment ça produit des protéines et comment ça va changer, peut-être, avec le changement climatique, avec la pollution, etc. Ouais, alors c'est trop tôt pour donner des résultats. Quelques chiffres sur cette mission, c'est quand même impressionnant. 70 000 kilomètres parcourus, 270 jours de navigation, 168 stations scientifiques, 25 000 échantillons prélevés. Juste avant l'émission, et puis je disais dans les titres, vous avez partagé les premiers résultats, mais en fait c'est beaucoup trop tôt. Pourquoi? Il faut expliquer ce que vous allez faire de ces échantillons. Alors on a collecté comme ça l'équipage de Tara, les marins, et puis les scientifiques embarqués à bord du bateau depuis 22 mois. Bien sûr, ils se sont relayés. Personne n'a passé 22 mois à bord de confinement sur un bateau, non. Ils se sont relayés pour collecter cette information. Donc à bord du bateau Tara, on passe notre temps à maximiser tout ce qu'on peut collecter d'informations, de données, d'échantillons entre 1000 mètres de profondeur et la surface. Et donc ça, on a collecté comme ça 25 000 échantillons, beaucoup de données en plus, qui n'ont un sens que quand elles sont étudiées ensemble. On ne peut pas étudier un petit bout et puis se dire on a commencé à comprendre des choses. Non, il faut analyser tous les échantillons pour pouvoir commencer à tirer des grandes conclusions et la compréhension et la connaissance d'écosystèmes pour aujourd'hui. Et alors, on peut, même si on n'a pas les résultats, on peut se projeter sur l'utilisation, sur les pistes que ça va ouvrir. Il y a notamment cette idée de créer un inventaire de ce microbiome marin en accès libre. C'est évidemment important de le dire. C'est quoi l'objectif avec ça? Toute la recherche internationale financée par l'argent public est en général en accès libre, on appelle ça open access en anglais.
disponible pour tout le monde. Toutes ces données vont être publiées sur des bases de données qui sont spécifiques pour tous ces types de données. Les images, les séquences d'ADN, d'ARN vont être publiées et disponibles à la communauté tout entière. C'est ce qu'on a fait il y a 10-12 ans. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de laboratoires qu'on ne connaissait pas utilisent des données pour comprendre des choses. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de données, qu'une équipe de 20-30 laboratoires ne suffira pas pour comprendre tout ce qui sortira de tout ça. Donc il faut partager, et la recherche c'est ça, c'est de questionner différemment. Chaque équipe de chercheurs a des angles différents de questionnement sur ces questions, sur les enjeux, et il faut l'ouvrir au maximum. Mais d'ailleurs, dans cette mission, ces 22 mois de mission, vous êtes allé dans combien il y a eu combien de pays traversés, abordés et finalement concernés, vous voyez ce que je veux dire? On a travaillé avec quelque chose comme une quinzaine de pays total dans cette mission. On a fait Ça veut dire des scientifiques de ces pays qui s'associent à la démarche, c'est ça? Oui, alors le CNRS est un des grands partenaires scientifiques, et le CEA, bien sûr, en France, mais aussi on a collaboré avec une trentaine de laboratoires en Europe, partout, et puis aussi au Brésil, au Chili, en Afrique du Sud, dans tous ces pays où on est passé, à chaque fois on implique les laboratoires impliqués sur place. Parfois même, quand il n'y a pas des laboratoires, comme les pays comme l'Angola, comme les pays comme la Namibie, il n'y a pas beaucoup de capacité de recherche là-bas, il n'y a pas beaucoup de laboratoires de recherche. Donc on invite des étudiants, des doctorants de ces pays à venir avec nous, faire à bord de Tara, comprendre ce qu'on fait, comment on le fait, pour essayer de partager cette vision qu'on a de l'océan pour demain. Cette mission, je le disais tout à l'heure, elle est partie en décembre 2020, pleine crise Covid, il n'y avait pas grand monde sur le quai, c'est ça, à Lorient? On était 20 sur le quai, il y avait un arrêté préfectoral pour dire qu'on n'avait pas le droit de venir voir Tara partir. Donc, parce que normalement, il y a la foule quand il y a la foule parce qu'il y a beaucoup d'affection pour cette équipe, cette mission. C'est un bateau qui appartient à tout le monde, Tara, donc c'est un peu ça qui est important. Et bizarre de partir avec 20 personnes seulement sur le quai, mais surtout fantastique de revenir avec plus de 5000 personnes à Lorient, 80 bateaux en mer pour accueillir Tara, sous voile, un temps incroyable, la ministre de la Recherche qui est venue assister au retour, et des gens qui applaudissaient. On n'a pas gagné le Vendée Globe. Oui, c'est ça, j'allais vous dire, il y a le départ de la route du Rhum là, mais ça ressemble à une arrivée de course au large, quoi. Ouais, c'est incroyable. On a juste fait une mission scientifique internationale pour s'intéresser à des espèces d'animaux invisibles, donc c'est particulier. Oui, mais c'est intéressant et ça a du sens, c'est ce que j'allais vous dire, parce que ça veut dire que alors sûrement plus dans les villes du littoral, etc. Mais il y a une prise de conscience de ce que l'océan, je rappelle que c'est un océan, du rôle de l'océan, ce par quoi on a commencé cette interview. Vous sentez que cette pédagogie, elle diffuse là? En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. On a fait beaucoup d'escales aussi pendant cette mission. On a fait 22 escales dans tous ces pays. On a fait visiter le bateau, on a fait des expositions, des ateliers avec des microscopes pour montrer aux gens ce que c'est que le plancton et ces microbes de la mer. On essaie de leur expliquer que finalement, on a des microbes dans notre intestin, vitaux pour nous, qui digèrent pour nous tout ce qu'on ingère chaque jour. On ne peut pas vivre sans eux. Finalement, on ne peut pas vivre sans ces microbes marins. On ne peut pas vivre sans eux non plus. C'est la même chose. C'est le même. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que la moitié de ce qu'on a trouvé de bactéries en mer sont les mêmes bactéries qu'on a dans notre intestin. Donc, on vient bien tous du même endroit. Oui, évidemment. Vous avez créé un indice de santé du microbiome, donc on peut imaginer que ces prélèvements vont servir de référence, mais il y a aussi des applications, enfin on peut transformer la science en innovation, on peut aussi insister là-dessus, c'est-à-dire que ça servira aussi à des innovations en médecine par exemple. Toute cette connaissance, elle a plusieurs applications, bien sûr, d'anticiper les changements. Bien sûr, quand les microbiomes changent, finalement l'écosystème change et la pêcherie va changer au large de ses côtes, donc tout va être bouleversé sans doute. Comment on peut mieux prédire ça pour préparer l'économie à cet impact? Il y a aussi l'enjeu de comment on protège mieux ces écosystèmes et où on les protège mieux, pourquoi? Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux sur la protection des océans. On parle de protéger 30% de la planète, de l'océan en 2030. Donc le tic-tac est en cours, c'est dans 7 ans, ça va aller vite. Et puis bien sûr, tous ces organismes produisent des molécules. Pour la plupart des molécules, tous les gènes qu'on a vus, la plupart des gènes qu'on a vus, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on a fait des recherches il y a quelques années maintenant, on a publié 180 millions de nouveaux gènes. On ne sait pas pourquoi ils codent. Vous et moi, on est fait de 20 000 gènes. 20 000. Là, il y en a 180 millions de gènes bactériens dans la mer. On ne sait pas à quoi ils servent. Et donc, c'est des molécules potentielles importantes
pour la médecine, pour l'industrie, pour plein de sujets, et qu'on pourra répliquer. C'est pas l'idée d'aller vider la mer. Demain, on va pouvoir les imprimer, les molécules, les répliquer, les tester. Enfin, le futur est devant nous, en fait, sur ces technologies qui vont à une vitesse folle aujourd'hui. Les résultats, parce que vous avez expliqué que ça allait prendre du temps, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, plus? Les résultats, ça va prendre entre 1 et 2 ans, les premiers résultats. Il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied, il y a un gros financement européen pour financer la recherche sur cette analyse, qui s'appelle Atlanteco, et qui va permettre d'aller assez vite, je pense, sur ces premiers résultats. Il y en aura beaucoup, ça va durer longtemps. Ils vont s'étaler sur 10 ans. C'est de la recherche fondamentale, ce que fait Tara tout le temps. C'est de la recherche qui est la vraie recherche, qui prend du temps. Et je crois qu'on a le temps de comprendre notre planète. Il faut prendre le temps de la comprendre, en tout cas. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Romain Troublet. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On fait le bilan du mois Octobre Rose et de l'engagement des entreprises, des Estée Lauder notamment, dans la lutte contre le cancer du sein. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et je vous présente les invités du débat de Smart Impact tout de suite. Franck Bénard, bonjour, bienvenue. Dirigeant d'Estée Lauder Compagnie France. Sandrine Planchon, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Responsable de l'association Ruban Rose France. Peut-être pour commencer, Franck Bénard, il faut remonter à l'origine. Rappelez-nous qui a créé le Ruban Rose il y a 30 ans. Et oui, l'histoire du Ruban Rose et du groupe Estée Lauder finalement est intimement liée, puisque il y a 30 ans, Evelyne Lauder, dans son combat, créait effectivement le Ruban Rose, et depuis, eh bien, tous les ans, nous continuons ce combat à travers le monde et aussi en France. Donc c'est un engagement majeur du groupe Estée Lauder. En quoi consiste l'action de l'entreprise? C'est de l'argent? Ça consiste en quoi? Eh bien, l'action, elle est multiple. Hein. Oui. Nous apportons à l'association Ruban Rose un soutien financier, un soutien de ressources, un soutien d'experts, un soutien de gestion courante. Nous essayons d'aider l'association à avoir beaucoup plus d'amplitude, parce que le groupe, évidemment, a une certaine rayonnance sur le marché français, et ça aide l'association à tout simplement rayonner sur le marché français. Je crois que c'est effectivement une association, pour le coup, qui est extrêmement vitale et qui apporte ses fruits. Sandrine Planchon, si on rentre un peu dans le détail, quelles sont les principales missions de l'association de Ruban Rose? Alors l'association a 2 missions. La première, c'est de sensibiliser et d'informer le maximum de femmes avec un message majeur qui est la détection précoce de ces cancers du sein, parce qu'il y en a plusieurs. Ils ne sont pas tous de même nature et pas aussi agressifs les uns que les autres. Ouais. Donc sensibiliser, informer. Et la deuxième mission, soutenir la recherche. Par un soutien à des projets ciblés chaque année au travers de prix qui s'appellent les prix Ruban Rose. Oui, on y reviendra. Et évidemment, si on commence par un focus sur la pédagogie, en quelque sorte, oui. Ça passe par quoi? C'est des campagnes d'information nationales, un peu plus pointillistes localement? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une grande campagne dans ce mois qu'on a la chance d'avoir. C'est quand même pour une cause de santé publique, une chance d'avoir une rayonnance. Il n'y en a pas tant que ça, donc d'avoir un mois complet, c'est bien. Ouais. Absolument, chaque cause de santé publique n'a pas cette opportunité, donc on l'a saisie et on déploie le maximum de communication pour informer, sensibiliser. Donc on a une campagne, on a eu la chance cette année d'avoir une campagne qui était portée par 3 femmes, qui ont traversé le cancer du sein, 3 femmes qui ont mis leur notoriété au service de la cause pour justement parler au plus grand nombre de femmes. Evelyne Delia, Claudia Tagbo et Alice de Tollener. Donc elles ont 3 âges différents, elles ont en commun d'avoir traversé cette maladie et donc de pouvoir parler de par leur âge et de par leur notoriété et de par leur activité à des publics différents. Et c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment toucher un maximum de femmes et leur dire un message assez simple qui est aller voir un professionnel de santé, qu'il soit votre gynécologue, votre médecin généraliste ou les sages-femmes, ne les oublions pas, pour vous faire palper les seins. Et puis,
Et aussi, prenez soin de vous et regardez par un geste qui est l'autopalpation s'il n'y a pas d'anomalie ou de changement notable. Franck Bénard, on va parler de la recherche. On l'a dit, c'est l'une des missions de l'association, le soutien de la recherche. Depuis 2003, 83 projets accompagnés pour un montant global de 5 600 000 euros. Donc ça, ce sont les prix Ruban Rose. C'est quoi la démarche déjà, la démarche globale? Il y a une démarche de financement, je viens de parler d'argent, de choix aussi des projets. Comment ça fonctionne? Alors, deux choses. Premier point, effectivement, nous organisons et coordonnons la collecte de fonds en partenariat avec précisément 87 mécènes. Et dans leurs activités, ils nous aident à récolter les fonds pour soutenir la recherche. Dans ce cadre, nous avons un comité scientifique qui reçoit les candidatures et qui les juge pour décerner 3 différents prix qui vont aller de la recherche clinique et fondamentale jusqu'à la recherche en qualité de vie, qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qui nous a permis, par exemple, cette année, de remettre 7 prix pour 950 000 euros à 7 groupes de recherche le 1er octobre. C'est la journée à l'école militaire. Donc dans ce cadre, effectivement, nous essayons d'avoir un scope extrêmement large qui nous permet de travailler sur l'esthétisme, sur la recherche. On accompagne des associations, c'est aussi une particularité de notre association, c'est d'accompagner les autres associations, avec le grand plaisir d'avoir accompagné cette année une association des Antilles. Donc vous voyez qu'effectivement le scope est le plus large possible, parce que nous considérons que c'est aussi notre mission d'aller au plus large, accompagner les malades. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la recherche fondamentale et puis il y a aussi l'accompagnement des malades. Donc là, c'est plus... quand vous parlez de bien-être, si on rentre un peu dans le détail, ça veut dire quoi? Quel type de projets peuvent être ou ont pu être récompensés dans ce domaine-là? J'ai envie de vous parler du projet, par exemple, on a accompagné les Sœurs d'encre. Donc si vous décidez de ne pas aller jusqu'à la reconstruction, vous pouvez décider d'utiliser le tatouage, donc, qui est reconnu par nos comités scientifiques comme une propriété médicale et évidemment psychologique, et qui aide à la reconstruction, là pour le coup psychologique, du malade. Donc ça va effectivement d'un accompagnement en maison, pour des maisons d'accueil, jusqu'à des accompagnants comme celui que je viens de préciser. Sandrine Planchon, si on reste sur cet aspect des prix Ruban Rose, il y a beaucoup de candidats, parce qu'évidemment il y a des lauréats chaque année, mais est-ce qu'il y a tant de recherches que ça? Est-ce qu'il y a tant de candidats pour éventuellement bénéficier du soutien d'Estée Lauder et d'Octobre Rose? Alors, comme Franck l'a souligné, en qualité de vie, ce que vous appeliez bien-être, mais donc améliorer tant que faire se peut la qualité de vie des patientes, c'est vraiment en augmentation chaque année. C'est pour ça qu'on a créé cette année un prix supplémentaire. On en avait 2 auparavant, on en a 3 depuis 2022, puisque notre but c'est alors il y a beaucoup de demandes sur cette catégorie et également aussi bien sur le Grand Prix que sur la recherche qu'on nomme Avenir, donc sur des projets de recherche plus novatrices. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que cet aspect qualité de vie, il était un peu passé sous les radars pendant des années Ça veut dire que c'est souvent, comme l'a mentionné Franck, des associations et des associations de patientes qui ont elles-mêmes traversé cette maladie, donc qui savent mieux encore que d'autres personnes, d'autres femmes, les besoins qu'elles ont pu rencontrer et les besoins éventuellement qu'il y a à pallier. Et donc, comme c'est fait par des associations, elles ont besoin d'être aidées. Et c'est vrai que nous, on est une association, mais on est tous dans le même bateau et on aide des associations de patientes, puisqu'on n'est pas une association de terrain, mais ni une association de patientes. Donc, on forme cet écosystème et on aide les autres associations. Vous parliez des mécènes, Franck Bénard, parce que ça veut dire, il y a Estée Lauder qui est, on l'a dit, à l'origine du Ruban Rose, mais il y a d'autres entreprises qui sont engagées à vos côtés, qui permettent finalement à la recherche d'avancer, aux malades d'être mieux accompagnés? Oui, c'est 87 mécènes, alors le nombre grandit chaque jour, porté par le succès du Ruban Rose, l'association,
porté par le succès de Octobre Rose, qui est une campagne extraordinaire, et vous en faites le relais, merci. Porté par aussi une envie ce qu'on appelle en anglais le purpose, c'est-à-dire avoir un but, avoir une raison dans l'entreprise pour les employés, pour les consommateurs. C'est-à-dire que les politiques et les stratégies RSE pèsent aussi dans les conversations stratégiques. Donc tout cet écosystème est extrêmement favorable aux candidatures de mécènes. Donc les mécènes sont autant dans la distribution que dans la production, que dans la lingerie féminine, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une relation directe, que dans le contrôle automobile. Donc ce que nous observons au-delà de la mission, c'est l'engagement extraordinaire des dirigeants et des employés derrière la cause. Chacun des employés de chacune des entreprises, des 87 mécènes, sont extrêmement engagés parce que une femme sur 8 est concernée par le sujet. Et donc chacun d'entre nous, malheureusement, de près ou de loin, connaît une personne qui est concernée. Et c'est pour ça qu'on reçoit ce soutien extraordinaire des 87 mécènes. Ouais. Sandrine Panchon, vous le disiez, il n'y a pas le cancer du sein, il y a des cancers du sein. Là, vous avez 30 ans de recul, finalement. La recherche, elle a beaucoup progressé. Le taux de guérison a progressé. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours, malheureusement, une femme sur 8 de touchée, avec à peu près 12 000 décès par an et 60 000 cas de cancer du sein détectés. Ça sont les chiffres français, évidemment. Ça, c'est les chiffres sur le territoire français. En revanche, la détection et la prévention dont on parlait, qui fait partie de nos missions, associés à des projets de recherche et à des progrès de recherche surtout, permettent à 9 femmes sur 10, donc ça c'est la bonne nouvelle, de guérir quand il est pris à temps. Plus on le prend tôt, c'est l'importance de la détection dont vous parliez. C'est vraiment le message central et qu'on ne se lassera jamais de répéter, c'est détection précoce. Parce que vous pouvez avoir des progrès de recherche considérables, et c'est le cas, vous me demandez, oui, la recherche a beaucoup progressé, avec des traitements ciblés, avec une chirurgie moins invasive, mais s'il est pris trop tard, malheureusement... vous pouvez proposer tous les traitements ou toutes les chirurgies formidables. S'il est pris trop tard et qu'il a commencé à être métastasé, c'est compliqué de proposer une guérison. Donc c'est vraiment message de prévention. Merci beaucoup d'être venu partager le bilan d'Octobre Rose et ce message de prévention et de détection du cancer, des cancers du sein. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, une start-up éco-responsable en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Nicolas Mouret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur avec Daniel Layani et Baptiste Thomas de GreenMetrics, créé l'an dernier. C'est quoi l'idée de départ? Faites-moi le pitch. Alors moi je viens du monde du recyclage, parce que précédemment j'avais fondé une entreprise dans la collecte et la valorisation de déchets. Ouais. Et dans ce cadre-là, j'ai abordé la thématique de la pollution numérique. Et la volonté avec mes associés et cofondateurs a été de proposer en fait une solution plug and play, automatisée, plateforme SaaS comme on peut l'appeler, pour mesurer et réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Alors c'est quoi cette solution? Quelle solution vous proposez à vos clients pour justement réduire leur pollution numérique? Alors aujourd'hui on a 3 grands produits. L'idée est de faire en fait un bilan carbone du numérique en fonction de l'activité de chaque entreprise, qu'elle soit plutôt site internet, e-commerce ou une entreprise plutôt générale. Donc l'idée va être d'analyser notamment le parc informatique, les différents usages des collaborateurs, mais également analyser l'activité d'un site internet, tenant compte des impacts que ça va avoir si vous, en tant que visiteur d'un site, vous allez devoir recharger votre téléphone. En fonction du lieu géographique où vous êtes, vous avez une intensité carbone qui est différente. Quel va être votre parcours sur le site, les volumes de données qui vont être échangés, et on va remonter jusqu'au data center et à l'hébergement du site. Et on fait également la même chose sur la partie des campagnes digitales. Ouais. Qui sont vos clients? Uniquement des entreprises? Il y a des collectivités aussi? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des grandes entreprises, vraiment banques, assurances, beauté, médias, luxe. Les petites entreprises ne sont pas encore sensibilisées, ou du moins n'ont pas encore cette sensibilité-là. C'est en train d'arriver. On voit notamment un cadre réglementaire qui est en train d'être mis en place depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Et les collectivités ont, d'ailleurs, il y a un décret qui est paru cet été, fin juillet,
pour que les collectivités de plus de 50 000 habitants mettent en place une stratégie numérique responsable, et notamment liée aux services numériques, sites internet et autres, avec une maturité à 2025. Ouais. Vous avez une offre spécifique pour le e-commerce? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises de e-commerce qui, par définition, qui sont dans cette démarche? De plus en plus, on a une offre, en effet, notre offre s'appelle Grid Metrics Analytics, où en fait on va analyser, donc comme je vous le disais, toute la partie analytics du site, quels sont avec quel device ou quel mobile ou sur un poste fixe il va y avoir une visite, quel est le lieu géographique, quel est le parcours client, l'expérience client, et derrière nous on va analyser et apporter en fait une dimension d'impact avec une analyse environnementale, mais également sociale. Mais c'est quoi, si on reste sur les entreprises de e-commerce, c'est quoi le levier prioritaire ou le plus efficace peut-être pour réduire l'impact environnemental numérique? Alors ça va être essentiellement des critères d'éco-conception du site, donc le poids des pages. Aujourd'hui, le contenu multimédia sur les sites internet représente entre 30 et 40% de l'impact. Donc, ensuite, on va recommander des actions pour réduire le poids de ces pages. Ça veut dire quoi? Un peu moins de vidéos, par exemple, ou alors qu'elles soient utilisées à bon escient, Tout à fait. Alors, il se déclenche pas si automatiquement, je sais pas, moi je réagis en usager là. C'est une des recos. Alors vous, en tant qu'usager, vous n'allez pas forcément, vous n'allez rien voir. Par contre, il va y avoir des solutions de compression des vidéos. On va également recommander sur le message des vidéos peut-être plus courtes, sur les images de la même façon, et ensuite sur le parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialisées sur le parcours utilisateur, l'expérience client. Nous, on va leur montrer que moins de pages, moins d'interactions, qui est également quelque chose de positif pour elle, va être également positif pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet aujourd'hui d'1 million de visites mensuelles, c'est l'équivalent de 10 tonnes d'équivalent CO2, soit à peu près l'empreinte carbone d'un Français en 2021. Vous lancez une formation numérique responsable à destination des entreprises. Ça se présente comment? De quoi s'agit-il? Alors c'est un module de 2 heures où en fait l'idée était de sensibiliser, parce qu'aujourd'hui on est dans la première difficulté, en tout cas la barrière qu'on a eue, c'est d'éduquer les gens sur le fait que, en effet, le monde digital est un monde qui a un impact réel sur la planète. Et on a eu du mal, en tout cas jusqu'à présent on avait un peu de mal à le faire comprendre. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible de par l'énergie que ça représente en termes de consommation. Et donc l'idée a été de, on va dire, vulgariser les différents principes et également montrer des éco-gestes au quotidien. Donc c'est une première étape de vulgarisation de cette thématique, notamment dans le cadre de l'entreprise et des collaborateurs. Partager les bonnes pratiques, par exemple. Vous en avez une en tête? Aujourd'hui, ça va être notamment sur la partie des équipements. Ce qui consomme énormément, c'est la partie hardware, c'est-à-dire vraiment l'alimentation de son équipement, mais également la durée de vie. Donc l'idée est de toujours prolonger au maximum la durée de vie de ces équipements. Pareil, dès lors que vous pouvez débrancher, ou en tout cas pas forcément laisser allumer vos ordinateurs, etc., sont des éco-gestes que tout le monde connaît, que peu font. Et l'idée, c'est qu'on a voulu également matérialiser ces impacts au travers de la solution pour leur montrer au quotidien ce que ça génère comme impact. Merci beaucoup Nicolas Mouret, bon vent à Green Metrics. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.